On va donc reprendre cet après-midi avec une première intervention de Caroline Moine, qui est professeure d'histoire contemporaine, directrice du laboratoire du Centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et qui a travaillé sur cette magnifique malle que vous voyez, avec cette mention Books Not Bullets, que l'Heure Joyeuse de Versailles a bien voulu nous prêter, et que vous pouvez donc voir en vrai dans l'exposition juste à l'entrée. Donc c'est pour là en découvrir plus sur le contenu de cette malle et les échanges qu'il y a pu y avoir entre les Versaillais et les Américains au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc on fait un petit saut, on quitte un peu la Première Guerre mondiale pour arriver un tout petit peu après. En fait, je disais merci. Merci beaucoup donc aux organisatrices parce que voilà, je suis ici encore une fois comme non spécialiste de l'histoire des bibliothèques, non spécialiste de l'histoire du livre, mais extrêmement honorée et heureuse de présenter les résultats d'un travail que j'ai mené avec un groupe de 8 étudiants de première et deuxième année d'un master d'histoire culturelle et sociale de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui eux-mêmes n'étaient pas spécialistes non plus ni de livre ni de l'édition, mais qui ont été, qui ont mené leur master dans un centre d'histoire culturelle où Jean-Yves Mollier ou Jean-Charles Geslot ont enseigné ou enseignent et travaillent toujours. Et nous avons été accueillis à bras ouverts par l'équipe de la Bibliothèque de l'Heure Joyeuse de Versailles, notamment Michel Charbonnier, que je remercie vraiment pour son accueil. Nous avons aussi eu des échanges avec des personnes qui sont aujourd'hui ici. Et je remercie notamment Odile Lambert, parce que j'ai une collègue qui s'appelle Joan Lambert, c'est pour ça qui s'appelle aussi, qui a présidé l'association des Amis de l'Histoire L'Heure Joyeuse de Versailles de 1991 à 2014, et aussi Valérie Mantoux, qui qui a très aimablement répondu à nos questions lors de cette petite enquête. Donc l'enjeu est de vous présenter ici l'histoire d'un objet, cette malle, qui nous a beaucoup plu, aux 8 étudiants et moi-même. Et c'est un projet qui s'est avéré en fait ouvrir beaucoup de pistes de réflexion et que je souhaite justement aussi moi-même développer et approfondir par la suite. C'est une histoire qui est à la fois l'histoire d'un objet, une histoire matérielle, mais qui est étroitement liée à l'histoire du livre, de l'édition, des bibliothèques et l'histoire des relations internationales et de la diplomatie. Nous faisons passer d'une histoire très locale à une histoire politique et culturelle internationale, d'une guerre à l'autre. Donc on va voir le lien très clair, symbolique mais pas uniquement, entre ce que l'on a vu ce matin et ce contexte de l'après-Seconde Guerre mondiale. Pour commencer, il faut justement être dans l'histoire très locale. La bibliothèque de l'Heure Joyeuse à Versailles, dont l'histoire est extrêmement, là aussi évidemment très liée aux origines même de l'Heure Joyeuse ici. Et là, c'est une photographie que j'ai prise de cette très belle exposition. Quand on voit l'original, c'est quand même mieux que ce qu'on voit sur Internet. Elle est magnifique cette affiche. L'Heure Joyeuse de Versailles, qui est inspirée, et comme on l'évoquait tout à l'heure pour le cas de Bruxelles, qui est une petite sœur de l'Heure Joyeuse de Paris. Je ne reviens pas sur les influences venant des États-Unis, mais je trouve évidemment très intéressant que la malle, que vous voyez ici, telle qu'elle est dans l'exposition, soit placée assez au début de la trajectoire de l'exposition et en lien avec cette affiche rappelant l'influence très forte des États-Unis dans l'Heure Joyeuse. Celle de Versailles, elle se trouve encore pour quelques mois 3 allées Pierre de Coubertin. Elle va être déménagée dans un lieu nettement moins charmant, mais plus près du château, donc évidemment, avec des avantages et des inconvénients. Et donc c'est là que nous avons travaillé pendant l'équivalent de 2 semestres. Et à partir d'entretiens et aussi à partir du travail qui a été vraiment très bien, de ce catalogue, leur lecture d'enfance, qui est associée à une exposition qui a eu lieu et qui raconte l'histoire de cette bibliothèque.
Comme on l'a vu jusque aussi toute la matinée, ce sont des individus qui portent, oui, celui qui était là, donc qui portent cette histoire de ces bibliothèques. Et pour Versailles, incontestablement, c'est le rôle d'Antoinette Comte qu'il faut rappeler ici. Pour tenter de mieux connaître Antoinette Comte, donc, les étudiants ont mené un entretien donc, avec Valérie Mantoux, petite fille d'Antoinette Comte, elle-même bibliothécaire, et qui voilà, et que c'était donc extrêmement précieux. Donc pour rappeler, et là aussi c'est une des pistes que j'aimerais approfondir, mais pour voilà, dans le cadre du temps qui m'est imparti aujourd'hui, rappeler donc Antoinette Comte, issue donc d'une grande bourgeoisie, de la grande bourgeoisie parisienne. Les trois sœurs Dreyfus, donc Antoinette et ses deux sœurs, font partie, comme on l'a vu précédemment aussi ce matin, de ces femmes du tournant du XXe siècle qui vont tenter voilà, de présenter un autre modèle de ce que peut faire une femme. L'une de ses sœurs a été à l'université, elle fait une maîtrise d'anglais, donc c'est aussi un point important par rapport à ce que l'on a vu précédemment, les réseaux qui sont mis en place, cette ouverture internationale vers le monde avant tout anglo-saxon. Et Antoinette Comte elle-même s'est engagée pendant la Première Guerre mondiale pour s'occuper des enfants réfugiés, ce qui a représenté pour elle donc un choc important, sortant du cocon familial d'origine. Il faut rappeler aussi le rôle de son mari, voilà c'est la photographie dont je parlais, donc Pierre Comte, qui lui est né en 1890 en Bretagne, et qui est issu d'une famille juive hongroise, et qui est venu donc en France. Il va passer une thèse pour devenir professeur des universités, donc c'est un milieu de la grande bourgeoisie et aussi très érudit. Et ils vont représenter tous les deux donc une élite de Versailles, mais non catholique, et inscrits donc dans la communauté juive laïque. Et c'est un point aussi qui jette aussi, qui permet de regarder différemment l'histoire de la ville de Versailles. Cette partie de la famille aussi, pour reprendre encore une fois le témoignage de Valérie Mantoux, était plutôt ancrée à gauche, même si l'engagement, notamment dans le domaine de la bibliothèque, est avant tout lié aux idées d'éducation nouvelle, donc avec une dimension vraiment de projet éducatif plus que immédiatement politique. Et encore une fois, cette ouverture internationale avec une maîtrise de l'anglais de Pierre Comte et plus largement au sein de la famille. Alors le lien d'Antoinette Comte avec leur joyeuse, c'est Antoinette Comte comme maman qui emmène ses enfants notamment à leur joyeuse de Paris, et qui va donc avant tout découvrir la bibliothèque donc comme les usagers qui y vont. Et elle va ensuite vouloir créer l'équivalent à Versailles, ce qui représente encore une fois une rupture par rapport au modèle de bibliothèque qui existe à cette époque dans la ville. Une femme donc juive qui prône donc un modèle laïque, y compris dans l'offre des livres qui est proposée, et puis dans l'esprit de leur joyeuse, où les enfants ont une relative liberté dans le choix de leur lecture. Alors la bibliothèque de l'heure joyeuse est créée à Versailles en juillet 1935. Je renvoie ici aussi à cet ouvrage de Isabelle Antonetti, que vous connaissez, vous êtes sans doute très nombreux à connaître ici. Donc l'histoire de l'heure joyeuse à Versailles, après avoir été formée pendant 6 mois, notamment par Marguerite Gruny et Mathilde Leriche, Antoinette Comte ouvre l'établissement donc l'été 1935 dans un tout petit local où il n'y a que 200 documents. Puis l'heure joyeuse va un peu se déplacer dans la ville et atteindre à peu près 1500 volumes à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une association qui bénéficie de soutien de personnes très importantes, Julien Quin, donc conservatoire à la Grande Bibliothèque nationale, telle qu'on l'appelait à l'époque. Et au sein de Versailles, l'heure joyeuse donc, va être le premier lieu où on accueille des filles et des garçons en mixité, gratuitement, où les adultes ne rentrent pas, etc. Donc évidemment, un lieu totalement nouveau,
pour la société versaillaise. Je ne reprends pas, faute de temps, tous les éléments qu'on a évoqués, hein, qui spécifient aussi l'espace de l'heure joyeuse. À l'ouverture, donc, la bibliothèque compte à peu près 250 livres, plus de 2000, donc 5 ans plus tard. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est les échos que connaît l'heure joyeuse dans la presse versaillaise. Donc les témoignages que l'on a collectés évoquent un regard assez négatif sur l'heure joyeuse. Moi j'ai trouvé jusqu'à présent, hein, dans les nouvelles de Versailles, plutôt des articles positifs qui soulignent le courage de ces femmes qui ont monté ce projet. En 1936, je cite, « Les bibliothèques enfantines d'Amérique, si richement dotées, occupant de vastes locaux en collaboration constante avec les écoles, ont trouvé à Versailles donc, un équivalent. » Et le 11 juillet 1939, alors on ne voit pas, c'est très petit, mais faites-moi confiance, c'est ici, cet article, c'est sur Gallica. Vous avez un article de René Pichard-Dupage qui salue une petite fête, donc on est en juillet 1939, qui est organisée à l'heure joyeuse. Et il est évoqué notamment la présence et un exposé de Mademoiselle Reuss, qui est bibliothécaire à l'heure joyeuse, enseigne au lycée Hoche, et qui va parler des collections, plus de 1500 volumes de l'heure joyeuse. Et de fait, c'est un personnage qui est évoqué, Mademoiselle Reuss, un peu toujours au détour des textes que j'ai vus, mais qui me semble être intéressant aussi de mettre peut-être un peu plus en avant pour évoquer justement un autre réseau en fait qui porte cette heure joyeuse à Versailles, puisque Lucie Reuss est la fille d'une figure extrêmement importante en Alsace, puis au-delà de l'Alsace, qui est Rodolphe Reuss, lui-même fils d'archiviste et historien, donc ancré en Alsace, et donc c'est les milieux protestants alsaciens. Lui-même, donc, il a joué un rôle très important, donc Rodolphe Reuss, à la fin du XIXe siècle à Strasbourg, avec une relation très complexe par rapport à l'Allemagne. Lui-même étant donc très marqué par la guerre de 1870, il rompt toute relation avec les historiens allemands et refuse, à la différence de son père, une chaire à l'université impériale de Strasbourg. Donc il va revendiquer son identité française et il finit par partir à Versailles en 1896 où il va s'installer. Il va ensuite enseigner et travailler à l'école pratique des hautes études, soutenir une thèse à la Sorbonne lui permettant de devenir français. Et il va revenir pendant les vacances avec sa famille régulièrement en Alsace, mais il va devenir donc une des grandes figures à Versailles et à Paris dans le domaine des bibliothèques. Il a 3 fils, les 3 fils meurent pendant la Première Guerre mondiale. Lucie Reuss, elle ne meurt pas, mais elle s'est engagée aussi pour aider les blessés de guerre, etc. C'est là où on voit aussi, encore une fois, hein, la mémoire et le traumatisme de la Première Guerre mondiale très fort. Elle ne va jamais se marier dans une trajectoire hein, de care, de prendre soin, et voilà, qui n'est pas non plus totalement anodine. Mais moi, il me paraissait important de souligner le rôle d'Antoinette Comte, mais aussi de Lucie Reuss, donc qui enseigne au lycée Hoche, lycée prestigieux de Versailles, et qui va jouer un rôle extrêmement important, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, Antoinette Comte et sa famille, juifs, vont se réfugier dans le sud de la France, vivant notamment grâce au travail du mari d'Antoinette Comte, qui va être ingénieur au service du génie rural à Nice, et qui va donc permettre hein, à la famille qui par ailleurs ne va pas être arrêtée d'y déporter, mais voilà, garder la cohésion pendant les 4 années de guerre. Après le conflit, la famille Comte revient à Versailles, et Lucie Reuss aurait donc sauvegardé toute la collection des livres face à l'occupant allemand dans une des casernes de Versailles, car vous savez qu'il y a plusieurs casernes à Versailles. Et là aussi, c'est un épisode qui, à mon avis, mériterait d'être davantage creusé. Lorsqu'elle revient, Antoinette Comte reprend la direction de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse avant d'être acquis, et va lui succéder sa fille Gilberte Mantoux ensuite.
Donc ce contexte me semblait important pour en venir à la malle. C'est donc dans cette heure joyeuse dont la directrice a vécu cette Seconde Guerre mondiale dans sa chair, qui revient dans cette Versailles où, voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, l'occupation a été vécue évidemment d'une autre manière que la famille Comte à Nice. Et alors que Lucie Reuss représente ce réseau protestant qui a joué aussi un rôle, y compris aussi d'opposition à la présence allemande et de résistance. Cette malle, voilà donc à quoi elle ressemble. Elle est très belle, elle a été restaurée, mais elle reste donc vraiment dans très bel état. Et vous voyez qu'elle est peinte, et avec ce slogan, cet arc-en-ciel. Et puis vous avez ce drapeau qui rappelle sa provenance, puisque elle vient donc du Connecticut, et plus précisément de Bridgeport, qui est la ville du cirque Barnum aux États-Unis. Donc, et on trouve des indices aussi sur la malle elle-même qui indiquent qui sont les élèves du lycée technique en quelque sorte qui a peint cette malle, et avec cette notion de don. C'est une malle qui a été donnée, donc l'objet lui-même fait l'objet d'un don. Et il y a cette inscription donc pour la France, voilà, Treasure Chest, donc comme une malle au trésor, numéro 715. Et de fait, ce n'est pas voilà, la seule malle qui a fait ce voyage des États-Unis vers la France et vers l'Europe. Et en fait, cette malle qui se retrouve à l'heure joyeuse de Versailles fait partie d'une vaste campagne qui a été initiée par les États-Unis et notamment par le comité du Conseil des femmes pour l'Europe de l'après-guerre. Un comité qui a été mis en place après la Première Guerre mondiale et qui, après la Seconde Guerre mondiale, va être renommé par donc, notre monde uni par les livres. Donc on comprend mieux explicitement ce qui est sur la malle. Et l'arc-en-ciel est le symbole de cette association. C'est Mary Gould Davis qui est une des figures principales de ce comité, et qui a décrit ses activités, les activités de ce comité dans un livre qui s'appelait Treasure Chest, qui est enfin, un article publié dans Hornbook en septembre-octobre 1945. Et en fait, le projet d'envoyer des malles de livres en Europe date de 1944, lors de la Books Week qui a lieu aux États-Unis et qui a pour slogan United Through Books. Et donc, il s'agit de sponsoriser, depuis les États-Unis, l'envoi de livres en Europe, dans les pays tout juste libérés, pour que les jeunes, les enfants, puissent avoir des lectures, mais ce sont des livres en anglais, entièrement en anglais, à de très rares exceptions près. Et l'idée est que des groupes d'horizons très variés, qui sont amenés à collecter ces livres, des écoles, des associations, les Boy Scouts, les Girl Scouts, se retrouvent donc et se collectent les livres et décident eux-mêmes du pays de destination de leur malle. Et il y a plusieurs articles que l'on peut trouver dans la presse américaine, comme dans cette revue Education for Victory, qui évoquent, ici vous avez Treasure Chest, là au milieu, qui évoque toutes ces étapes de cette campagne. Le 20 novembre 1944, l'appel à collecte est lancé, en espérant pouvoir envoyer ces malles pour Noël. Et le 20 avril 1945, un nouvel article évoque comment le comité of the Women's Council for Post-War Europe, donc, qui a été renommé, mais c'est lui qui est derrière tout cela, annonce donc l'envoi de 32 malles pour les enfants des pays libérés. Et avec l'idée d'associer les livres avec un scrapbook, avec des photographies et des lettres adressées aux garçons et les filles recevant ce cadeau, ce gift. Et il est intéressant donc de voir, vous voyez, comment cette malle isolée en fait s'inscrit dans un véritable travail de propagande initié dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais largement inspiré évidemment de ce qui était fait après la Première Guerre. Et une chercheuse, je crois, américaine, Dorothy Cadwallader, je ne sais pas, mon germanisme fait que je prononce sans doute très mal, a écrit un article évoquant l'arrivée de malles, 2 malles de livres
arrivé dans ce contexte en Italie. Donc c'est vraiment toute une partie voilà, de l'Europe, et il serait intéressant évidemment de préciser quels sont les pays. Est-ce qu'ils ont les pays d'Europe centrale et orientale ont déjà été visés en 1944, ou bien c'était clairement déjà la seule Europe de l'Ouest. À l'échelle de la France, quelques indices apparaissent, comme cet article paru dans Ouest France il y a 10 ans de cela, qui évoque voilà, comment une bibliothèque municipale a vu réapparaître un de ces scrapbooks avec des dessins, vous voyez à gauche, d'enfants américains adressés aux enfants français, et des dessins datant du 14 août 1945 et envoyés donc à Vire en Normandie. Mais nulle trace de malle. Pour continuer d'élargir de cette malle de Versailles à cette campagne de propagande américaine vers l'Europe, il faut intégrer aussi, rappeler le contexte plus large de ce don contre don qui accompagne la sortie de la Seconde Guerre mondiale et qui va accompagner aussi la mise en place de la guerre froide. Puisque, rappelons qu'en décembre 1947, un train de l'amitié a été envoyé des États-Unis vers la France avec de la nourriture, de la farine, des pâtes, 40 000 tonnes, envoyées en France et en Italie, évidemment dans une dimension d'aide humanitaire, mais donc un train de l'amitié, France-États-Unis. Et pour y répondre, les cheminots français ont organisé un train de la reconnaissance française qui arrive en février 1949 aux États-Unis. Vous avez à gauche le logo de cette campagne qui est initiée par les cheminots français, mais soutenue aussi par le gouvernement français. Et à droite, une des photos de l'arrivée du train en février 1949 aux États-Unis. Et dans ce train, ce qui est intéressant, ce n'est pas de la nourriture, mais ce sont des objets qui sont envoyés. Des jouets, des vases de sèvres, etc., pour montrer la qualité du savoir-faire français, artisanal, et de toutes les régions de France. Et vous voyez les blasons des différentes régions françaises, avec des lettres, des mots d'enfants, d'adultes, etc., qui sont ainsi envoyés aux États-Unis. Et de nos jours, il y avait 49 wagons. Et ces wagons, ce qui est intéressant aussi pour faire le lien avec la Première Guerre mondiale, ce sont les wagons qui avaient été utilisés pour envoyer les soldats américains en Europe, en 14-18. Et donc il y a vraiment cette idée de continuité qui est très, très forte d'une après-guerre à l'autre. Et ces wagons, comme on le voit ici, sont conservés dans certains États aux États-Unis, avec aussi les objets qui étaient contenus, qui ont quelquefois été maintenus, préservés, collectés et exposés. Et je renvoie ici aux travaux de Lilvin Brock, qui avait aussi répondu à nos questions lors de cet entretien, et qui permet d'intégrer encore une fois cette malle et cette histoire des livres et des bibliothèques dans le contexte de la sortie de guerre, encore une fois, 1945. Alors la malle, elle arrive, la date exacte est difficile à être identifiée, comme Odile Lambert avait mené l'enquête également. Donc il y a cette archive de la bibliothèque municipale de Versailles, qui est le compte-rendu de l'année 1948-1949 de l'heure joyeuse, donc est présenté par Madame Comte, et qui évoque l'arrivée donc de 139 volumes anglais par l'intermédiaire du comité américain d'union par les livres. Et ce petit texte évoque l'origine et surtout évoque le fait que les enfants français ont renvoyé des livres, ont renvoyé des lettres et des photographies aux États-Unis. Donc cette idée de don et contre-don est aussi très intéressante à suivre dans ce processus. Alors que contient la malle? Donc elle contient ce fameux scrapbook, celui qui a été envoyé par les enfants des différentes écoles de Bridgeport. Et il est d'une très grande richesse, il est aussi assez beau. Donc vous voyez, il y a un vrai travail de mise en scène où l'on voit la bibliothèque municipale qui est montrée à travers les cartes postales, mais c'est aussi un peu montrer la beauté de la ville de Bridgeport à travers des cartes postales, à travers des lettres écrites en français, en anglais, tapuscrites ou manuscrites des élèves. Et au-delà du caractère un petit peu touristique, il est quand même aussi montré la vie quotidienne à travers des photographies. Voilà ce que font les petits Américains à l'époque à Bridgeport.
donc ils jouent dans la neige et évidemment ils vont jouer au baseball. Et puis vous avez quand même voilà, une dimension plus clairement politique, avec une mise en avant de l'oncle Sam, et pour rappeler aussi dans ces lettres des écoliers qu'à Bridgeport ont été construits, grâce à l'acier, les canons qui ont permis de vous sauver, Français et Européens, avec donc voilà, toutes les... aussi la mise en avant du patrimoine, si vous voulez, architectural, mais aussi voilà, les plantes, les fleurs, etc., du Connecticut et de Bridgeport. Et aussi, il y avait tout un petit passage sur le cirque Barnum, bien évidemment. Mais ce que ces lettres nous permettent aussi de voir, c'est donc comment ont été collectés les livres. Donc on a fait une petite cartographie à l'échelle de Bridgeport, et il serait intéressant d'identifier ces écoles qui existent. On a vu la plupart encore. Écoles religieuses, privées, publiques, et avec une maîtrise plus ou moins grande du français. Et puis là, vous avez une liste, vous voyez, qui a été faite des différentes écoles qui ont envoyé ces livres, et aussi donc les dates de ces lettres, puisqu'elles ont été étalées sur voilà, la première date de 1946, et les dernières ont été rajoutées ensuite datant des années 1960, et qui évoque la poursuite des échanges entre les deux, de part et d'autre, entre Versailles et Bridgeport. Alors nous avons travaillé sur les livres eux-mêmes, qui sont tous extrêmement beaux. C'est des livres de très grande qualité qui sont envoyés, en sachant que dans les malles, il y avait en fait une liste d'ouvrages qui étaient conseillés par le comité, pour ne pas non plus envoyer n'importe quoi en France et en Europe. Et ils ont tous voilà, cette ex-libris indiquant la provenance. Et quelques exemples, vous avez Pinocchio, mais vous avez principalement, encore une fois, des livres de la littérature anglo-saxonne. Vous avez des ouvrages documentaires sur les pays européens, mais donc avec des auteurs américains et anglophones. Vous avez des ouvrages que l'on connaît encore voilà, de nos jours, qui ont donné lieu à plusieurs rééditions. Nous avons travaillé de manière quantitative et qualitative, et voilà ce que les étudiants ont fait, voilà, une répartition un peu du type d'ouvrage, pour essayer de mieux comprendre la part des romans, des contes, la part des documentaires, des albums, et d'autres genres des ouvrages qui sont dans la malle, et qui étaient tous donc en anglais, à part un exemple des contes de Perrault. Et aussi la date de publication, ce sont donc des livres qui globalement étaient relativement récents, datant des années 1940. Nous avons aussi tenté, mais c'est une piste encore à suivre, et ce sera la fin de l'intervention, sur évidemment, ces livres arrivent en anglais à Versailles après la Seconde Guerre mondiale, qui peut les lire? Et en fait, le mari d'Antoinette Comte avait, d'après là encore les entretiens qu'on a fait, réalisé des petites traductions, des résumés, des ouvrages, etc., pour les rendre accessibles. Et ensuite, pour certains, on a encore ces fameuses petites fiches qui nous permettent de voir à quel rythme ils ont été empruntés, lus, mais beaucoup pouvaient aussi être lus sur place. Donc il y a un peu une incertitude sur la manière dont ont été utilisés et à quel rythme ont été lus ces ouvrages, en sachant que la malle, en fait, comme nous le disait Odile Lambert, avait un peu disparu de l'espace public jusqu'en 2011, jusqu'à l'exposition, et depuis, elle trône au sein de la Bibliothèque de l'Art Joyeuse, et elle a été à plusieurs reprises mise en scène, comme ici, lorsque la Bibliothèque centrale de Versailles a voulu rendre compte de ces trésors. Et donc parmi les trésors, il y a les livres de Marie-Antoinette, mais il y a aussi la malle de l'Heure Joyeuse, et là ce sont les étudiants qui ont participé, qui venaient du Brésil, du Rwanda ou d'Algérie, à ce petit travail. Et nous avons ensuite réalisé une petite exposition à l'Heure Joyeuse pour rendre compte donc de l'histoire et de la trajectoire, une exposition qui s'adressait au public, donc aux enfants de l'Heure Joyeuse, avec la reproduction des lettres écrites par les enfants, et la reproduction des cartes postales, et un choix de la très grande richesse de ces livres qui sont extrêmement qui sont remarquables.
pour conclure, donc il y a ce travail d'exposition pour voilà, montrer toute la richesse de cette malle, de l'histoire, de ce qu'elle raconte, des relations entre deux institutions, la bibliothèque centrale de Bridgeport, celle de Versailles, mais aussi plus largement évidemment la capacité de la bibliothèque de Versailles à s'intéresser à ce fonds, notamment grâce aux personnes qui y travaillent, et puis aussi alors des pistes qui restent à poursuivre. Et c'est un appel que j'adresse à vous. Donc, si vous avez entendu parler de telle malle qui serait arrivée en France ou à Bruxelles ou ailleurs, donc pour mener une enquête, pour cartographier un peu l'arrivée de ces différents malles et de ce qu'il en est advenu aussi de leur contenu, et pour rappeler aussi donc tout l'intérêt de faire une étude très croisant des études locales, internationales, et rappeler le rôle des individus, de femmes, mais pas uniquement, et le poids d'institutions et d'associations derrière ces individus pour raconter et resituer dans l'histoire politique l'histoire des livres et des bibliothèques. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions, sachant que comme là on enchaîne 3 communications, on va essayer d'aller assez vite sur les questions, quitte à, si on est raisonnable, avoir plus de temps à la fin du cycle de 3. Merci beaucoup. Moi j'ai une question. Vous avez évoqué le fait que ce soit lié à des... Enfin, vous avez parlé de la propagande américaine qui voit à travers cette malle. Est-ce que vous avez pu relier les organismes dont vous avez parlé aux grands organismes de propagande du livre américains comme le Council of Books in Wartime ou à d'autres organismes de cette époque? Alors ça fait partie, je pense, des pistes qu'il faudra creuser, parce que là, ce que je voulais prendre, c'est ce qu'on a fait présenter avec les étudiants, le temps vraiment de quelques mois. Mais justement, la première apparition de cet appel à collecter des livres et à envoyer des malles, c'est en 1944, dans le cadre de cette Books Week, qui est sponsorisée justement par ces différentes institutions. Donc je pense que le lien ne sera pas très compliqué à démontrer plus précisément. Petite question rapide, mais la question de la langue des livres, est-ce que vous avez des pistes sur comment, est-ce que c'était un problème pour les enfants de la bibliothèque, parce que les livres dans une langue qu'on ne lit pas, c'est très frustrant. Alors ces livres sont, pour une très grande majorité, magnifiquement illustrés. Donc, mais justement, c'est une des questions aussi qu'on en avait posées. L'idée était justement, les réponses qu'on a pu obtenir, c'était sans doute que c'était avant tout des livres qui ont été lus aux enfants, qui n'ont pas lu seuls. Mais effectivement, je pense que c'est voilà, la malle est là, mais les livres, dans quelle mesure ils ont pu être véritablement lus, surtout, encore une fois, en plus, ils étaient là, la bibliothèque de l'Or-Joyeuse est située dans un quartier qui, à l'époque, en plus, était un quartier où il y avait beaucoup de populations immigrées, portugaises, etc. Donc, c'était pas le quartier le plus favorisé de la ville de Versailles, où on pouvait imaginer, et la présence de familles anglophones n'était pas évident en France de manière générale. C'est pour ça que je posais la question aussi précédemment. L'anglais, on sait que c'est toujours plus ou moins bien maîtrisé en France, mais à l'époque encore moins. Donc c'est une vraie question qui se pose. Quelle a été vraiment la portée de ce fonds? En même temps, par exemple, Doolittle, etc., c'est des livres qui sont, en tout cas pour les enfants de bibliothèque, connus dans l'entre-deux-guerres, en traduction française. Voilà. C'est des traductions relativement récentes, et Doolittle, par exemple, en tout cas l'Or-Joyeuse de Paris, c'est un des gros succès d'Hors du Comte. Donc, est-ce qu'il y a eu des lectures bilingues? Est-ce que, du coup, effectivement, ils ont plutôt montré les illustrations? Voilà, mais en tout cas... Oui, parce qu'il y a les grands classiques, c'est pour ça que j'ai montré cet ouvrage, il y a aussi Les filles du docteur March, etc. Donc il y a à la fois les grands classiques attendus, mais il y a tous des livres aussi qui racontent un soldat qui raconte sa Seconde Guerre mondiale comme pilote, etc. Où là,
voilà, qui a pu vraiment le lire et le comprendre. Moi j'en ai une toute petite. Est-ce qu'on sait si les enfants versaillais ont rempli le scrapbook et l'ont renvoyé à leurs homologues américains? Oui. Est-ce qu'il existe quelque part Alors, il a été cherché, mais on sait qu'il a été envoyé, puisque dans les lettres là, que j'ai passées très vite, il y a une lettre où il remercie justement les livres avoir reçus et le scrapbook, et aussi dans le compte-rendu qui date de 48-49, il est évoqué justement le travail qui a été fait pour des photos de Versailles, etc. Donc oui, le scrapbook a été envoyé à Bridgeport. Mais pour le moment, on n'a pas mis la main dessus.